Bonjour, chers amis auditeurs, soyez les bienvenus dans le Libre Journal des cultures et de l'exploration de ce mercredi 3 décembre. Même s'il s'agit d'une émission préenregistrée, c'est toujours une grande joie pour Michel et moi-même de vous retrouver. Donc n'hésitez surtout pas à nous laisser, à nous communiquer vos messages, vos questions éventuellement, que je n'hésiterai pas à transmettre à notre invité. Le 5 juillet dernier, Jean Raspail aurait eu 100 ans. Je ne pouvais laisser passer le centenaire de sa naissance sans consacrer une émission à celui qui fut d'abord un grand voyageur, un explorateur, un journaliste, puis un écrivain dont les grands voyages constituèrent le substrat d'une œuvre singulière, à part, à la frontière du réel et de l'imaginaire. Et bien sûr, sans oublier celui qui fut le consul général de Patagonie. Un ouvrage paru cette année s'est particulièrement imposé à moi. Il s'agit de la première biographie tout à fait passionnante sur Jean Raspail, menée comme un roman d'aventure que lui a consacré Philippe Hemsen dans son ouvrage Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, publié chez Albin Michel et préfacé par Éric Orsena. Philippe Hemsen nous ouvre la vie et le cœur d'un aventurier hors pair, redécouvreur des civilisations perdues, qui laisse une œuvre riche de plus de 30 livres et une quinzaine de romans. Et alors je vous propose, chers auditeurs, de bourlinguer à la façon de Blaise Cendrasse à travers le monde avec Jean Raspail en compagnie de Philippe Hemsen, en faisant nôtre le credo de Jean Raspail: observer, ressentir et comprendre que l'important est ailleurs, toujours ailleurs. Bonjour Philippe Hemsen. Bonjour madame. Soyez le bienvenu dans cette émission. Grand merci d'avoir accepté mon invitation pour revenir de nouveau sur Radio Courtoisie nous parler de votre ouvrage, mais cette fois afin d'évoquer avant tout les années d'exploration de Jean Raspail, tant elles constituent le socle de cette figure tutélaire des écrivains voyageurs qui donna naissance à l'écrivain merveilleux qu'il devint par la suite. Alors pour vous présenter, vous êtes professeur de lettres et conférencier, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Stephen King, hantise de l'écrivain, mais aussi d'une étude critique, un essai sur les œuvres de Jean Raspail intitulé Les rendez-vous de Séfaré dans le recueil Hourra à Raspail. Et vous avez également préfacé et annoté l'ouvrage posthume de Jean Raspail, Petits éloges de l'ailleurs chez Albin Michel. Mais vous êtes avant tout quelqu'un qui a eu la chance de le connaître, de le côtoyer de près et de devenir un ami et un ami du couple Raspail. Alors, Philippe Hemsen, comment part-on d'une thèse, parce que je crois que c'était le cas sur Stephen King, et comment en arrive-t-on à l'œuvre de Jean Raspail ? Stephen King est connu comme un écrivain de l'horreur, du fantastique horrifique, mais c'est aussi un grand écrivain enraciné dans sa région, à savoir le Maine, au nord des États-Unis. Le Maine est une région très sauvage, et ses personnages, autant que les actions qu'il décrit dans ses romans, sont profondément ancrés dans le Maine. Je pense à ça ou Cimetière, qui sont vraiment des romans qui se situent dans cette région-là, qui est une région très boisée, très rurale, et qui m'a beaucoup évoqué ensuite la région dans laquelle Jean Giono situe ses romans. Ça semble tout à fait étrange de rapprocher Giono et Stephen King, et pourtant, et regardez de près, si on relit par exemple Le Hussard sur le toit de Jean Giono, c'est un roman qui se rapproche énormément des romans horrifiques de Stephen King, puisque la description du choléra qui y est faite notamment est tout à fait remarquable sur ce point. Et c'est aussi un écrivain ancré dans une région, là aussi, sauvage, très rude. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup plu chez ces deux écrivains-là, et qui m'a amené presque naturellement vers Jean Raspail, qui se situe dans la lignée de Jean Giono. Il a été très influencé par le Jean Giono, alors surtout le Jean Giono de la seconde période, celui de Angelo, de Hussard sur le toit, de Fragments d'un paradis, qui sont des romans qui l'ont beaucoup influencé dans son écriture. Je pense par exemple à un roman comme L'Anneau du pêcheur, qui est aussi un roman très ancré dans une région et qui développe des relations humaines parfois un peu rudes. Je crois que Buzzati était aussi important Alors Buzzati pour est un Jean autre, Raspail. voilà, tout à fait. Buzzati est un auteur italien qui a énormément là
vraiment profondément influencé Jean Raspail, dans la mesure où l'esprit de Buzzati était très proche du sien. Lorsqu'on lit par exemple Le désert des Tartares, mais aussi certaines de ses nouvelles, dont Jean s'est beaucoup inspiré, notamment par exemple pour un roman comme Sept cavaliers, qui reprend une nouvelle de Buzzati qui a le même titre du reste. Alors, Philippe Hemsen, comment avez-vous rencontré Jean Raspail? En le lisant peut-être d'abord. En le lisant, oui, bien sûr. Ça a été évidemment le début. Et j'ai eu cette chance de commencer à lire Jean Raspail, justement par un roman qui était, qui était très bien situé dans une région que je connais bien en plus, à savoir la Bretagne, à savoir Le Jeu du Roi, que je considère comme le premier roman de l'ensemble romanesque de Jean Raspail. Je n'exclus évidemment pas Le Camp des Saints de l'ensemble, mais Le Camp des Saints est un roman un petit peu à part. Et du reste, je suis sûr que parmi vos auditeurs, il y en a un bon nombre qui soit aiment Le Camp des Saints et puis le reste des œuvres de Jean Raspail les intéresse un petit peu, mais sans plus. Et inversement, beaucoup de vos auditeurs qui ont lu Jean Raspail, qui adorent l'ensemble de ses romans, et qui, Le Camp des Saints, pour lesquels Le Camp des Saints n'est pas un roman qu'ils retiendraient au premier abord. Donc voilà. Donc j'ai eu cette chance de commencer à le lire à travers un roman qui m'évoquait, d'une certaine façon, Jean Giono. Et donc, il y a eu cette filiation dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, il s'est trouvé que c'était à peu près à cette époque-là, l'époque où Jean Raspail a organisé contre vents et marées, parce qu'on a oublié un petit peu qu'il avait énormément d'opposition à ce moment-là, a organisé la commémoration du bicentenaire de la mort de Louis XVI, une commémoration à laquelle il tenait énormément parce qu'il estimait qu'on avait fait beaucoup de choses pour le bicentenaire de la Révolution et que, arrivé au bicentenaire de la mort de Louis XVI, pas grand-chose n'était organisé. Et donc, il s'est lancé dans l'organisation de ce bicentenaire contre vents et marées, puisque la plupart des autorités étaient contre lui, autorités politiques, à travers Jack Lang, qui s'est opposé frontalement à toute manifestation place de la Concorde le 21 janvier 1993, mais également opposition ou indifférence du haut clergé à travers Monseigneur Lustiger, qui a fait un peu la morale à Jean Raspail lorsque Jean Raspail a avancé l'idée qu'il puisse y avoir une grande messe de requiem à Notre-Dame. Et donc, Monseigneur Lustiger a répondu assez vertement à Jean Raspail à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Et donc, le 21 janvier 1993, j'étais sur la place de la Concorde, qui était noire de monde, il faut le rappeler. C'est important. C'était quelque chose d'absolument inattendu. Autre chose inattendue, ce fut l'arrivée tout à fait impromptue, à pied, depuis son ambassade toute proche, de l'ambassadeur des États-Unis, qui est arrivé les bras chargés d'une grande couronne de fleurs pour témoigner de la reconnaissance des États-Unis envers le roi Louis XVI. Donc vraiment une très belle manifestation, très, très belle, très respectueuse, très digne. Voilà, qui s'est déroulée au milieu donc d'une foule considérable. Et donc je n'ai évidemment pas pu approcher Jean Raspail à cet instant-là. Mais le soir, en revanche, je suis retourné place de la Concorde par curiosité. Il y avait des monceaux de fleurs, il faut également s'en souvenir. Et tout à coup, en me promenant sur la place de la Concorde, j'aperçois une grande silhouette, un homme se tenant très droit, fumant sa cigarette avec un fume-cigarette, et dans un duffel-coat camel. Et évidemment, le profil, en plus, avec sa grosse moustache, ses sourcils très broussailleux et son nez en bec d'aigle m'ont frappé. Je me suis dit, mais c'est Jean Raspail. Donc, je me suis rapproché. Je lui ai tendu la main en lui disant, écoutez, monsieur, je vous remercie pour cette très belle cérémonie. Et il m'a répondu, c'était beau tout de même.
Voilà. Et Magnifique. nous avons fait connaissance de cette manière-là. Comme vous l'écrivez dans votre ouvrage, presque tout Jean Raspail s'exprimait là, hein. Je ne le savais pas encore, j'allais vite le découvrir. Oui. Donc je rappelle votre biographie, Jean Raspail, je le montre à la caméra, aventurier de l'ailleurs, chez Albin Michel. Voilà. Et puis, par la suite, donc, vous avez pu avoir un long entretien avec lui. Oui, Jean Raspail. Alors, tout d'abord, je lui avais proposé d'écrire ensemble le second tome de Boulevard Raspail, qui était un recueil d'articles que Jean avait publié dans les années 80. Et je trouvais qu'il y avait énormément d'articles qu'il avait publiés entre les années 80 et les années 2010, 2015. Et donc, il fallait peut-être essayer de les rassembler et de les publier en volume. Et puis, le temps est passé, ça n'a pas pu se faire. Et donc, je l'ai fait après sa mort, sous le titre Petits éloges de l'ailleurs, qui est en fait le pendant à Boulevard Raspail. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je lui avais parlé à plusieurs reprises d'une biographie. Et Jean Raspail, dès qu'on parlait de biographie ou d'autobiographie, reculait et poussait des hauts cris, ne voulait pas en entendre parler. Vous savez pour quelle raison ? Il estimait qu'à partir du moment où il avait écrit ce qu'il avait à écrire dans ses romans, il ne fallait pas aller chercher ailleurs, que la vie de l'écrivain importait peu. J'aurais été plutôt d'accord avec lui à l'époque, mais tout de même, il y avait des choses qui me semblaient intéressantes de creuser avec lui, et notamment son parcours, comment il était arrivé à devenir le grand voyageur qu'il est devenu, et ensuite l'écrivain qu'il est devenu. Et donc, j'insistais un petit peu, et puis on est arrivé à une période où il a décidé de cesser d'écrire, donc après Les Royaumes de Borée, où il savait que c'était son dernier roman, et il ne voulait pas. Alors, il racontait des histoires. Il disait qu'il écrivait un grand roman de 2000 pages, etc. Mais en fait, il savait très bien que c'était son dernier roman. Il avait fermé la boucle avec les récits de voyage sur les chemins d'eau du roi, en canot sur les chemins d'eau du roi, fermé la boucle des récits de voyage, et les Royaumes de Borée, fermé la boucle des romans. Et il ne voulait pas en écrire d'autres parce qu'il estimait que trop d'écrivains, trop de bons écrivains, même parmi ses amis, avaient fini leur vie sur des romans qui étaient d'une qualité moindre par rapport à ceux qu'ils avaient écrits au préalable. Et donc, par conséquent, il ne voulait pas terminer sa carrière d'écrivain sur un roman qui eût été de moindre qualité. Et donc, il avait cessé d'écrire, ça lui manquait parfois, mais à partir de ce moment-là, il était beaucoup plus disposé à parler de lui. Et donc, je lui ai proposé un jour de faire une série d'entretiens en tête-à-tête, très biographiques, et que je n'en publierai rien avant sa mort. Donc, à ces conditions-là, il a accepté. Et donc, nous avons eu une série d'entretiens à partir de ce moment-là, que je n'ai pas publié, évidemment, jusqu'à sa mort. Et j'ai publié l'un de ces entretiens dans Hurrah Raspail, qui est un volume qui a été édité par la Nouvelle Librairie 1 an tout juste après sa mort. Alors, pourquoi lui avoir consacré une biographie ? Justement parce que vous en aviez trop envie, compte tenu de ces entretiens ? Oui, et puis il y avait un certain nombre de choses que je voulais creuser un petit peu, notamment comment il en était arrivé à faire ce voyage absolument phénoménal dont il va être question, ce premier grand voyage dont on imagine mal aujourd'hui le côté surréaliste. C'était quelque chose d'absolument incroyable et qui est particulièrement frappant. Et donc je voulais creuser un petit peu cet aspect-là. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, j'ai rencontré de ses amis, de ses vieux amis. Je suis allé dans son village natal, où son souvenir était encore très vivant. Et donc, petit à petit, il a été convenu avec Aliette qu'on écrirait sa biographie. Ouais. Aliette, c'était son épouse. C'était oui, son épouse. Je dois dire... Voilà, c'est ce qui m'a frappé, c'est que votre biographie n'est pas une hagiographie, mais un portrait d'une connaissance très fine de l'homme extérieur et intérieur qu'il était. Vous faites vraiment l'écho du rêve de celui dont vous narrez la vie, hein, en relatant finalement ces trois vies, c'est-à-dire la vie privée, la vie publique, et puis surtout la vie de créateur, c'est-à-dire peut-être même la plus complexe à saisir.
Voilà. Vous le faites très bien. Je ne voulais pas faire ce type de biographie. Alors, je crois que ce type de biographie vient des États-Unis, où ce sont des biographies absolument exhaustives. Je me souviens que j'en avais lu une consacrée à Richard Wagner, et j'avais l'impression que le biographe était allé chercher la couleur des petites culottes des maîtresses de Richard Wagner. Et j'ai trouvé ça... c'est pas une question d'outrage aux bonnes mœurs ou ce genre de choses, mais c'est simplement que je me disais, mais en quoi la couleur des culottes des maîtresses de Richard Wagner a pu avoir un rôle sur son œuvre? Aucun. Donc, quelle importance? Pour moi, ça n'avait aucune sorte d'importance. Et je ne voulais pas tomber dans ce travers-là avec une biographie, avec la biographie de Jean Raspail. Je voulais que le récit de sa vie éclaire aussi son œuvre. C'était ce va-et-vient entre sa vie et son œuvre qui me semblait absolument essentiel. Et dans le cas de Jean, c'était absolument important parce que sa véritable école, ce furent ses voyages. Ça n'a pas été l'école, on en parlera peut-être, mais ça n'a pas été un bon élève. Il s'est fait renvoyer de tout un tas de collèges et de lycées, mais sa véritable école, ce furent ses 3 premiers grands voyages, peut-être 4 grands voyages qu'il a fait au début de sa vie d'adulte et qui l'ont vraiment formé. Et c'était cela qui m'intéressait, d'essayer de comprendre en quoi ces voyages ont pu déboucher, lorsque Jean Raspail a eu 40 ans, sur le Jean Raspail romancier. Et je vous avouerai que c'est ce qui m'a particulièrement passionnée et intéressée, surtout dans le cadre de notre émission, parce que vous y réussissez vraiment de façon absolument excellente. Et parlons-en peut-être justement quelques mots sur cette enfance et cette jeunesse de celui qui eut ce goût pour l'aventure, parce que c'est vrai qu'on remonte à l'enfance, à la jeunesse, qui explique bien souvent des destinées. Donc avec peut-être cette notion, dans un premier temps, de défi géographique, on peut peut-être dire quelques mots sur Chémillé. Alors, Chémillé, c'est un petit village qui, encore aujourd'hui, est un petit peu au milieu de rien. Quand on vient on va dire, de Tours, on traverse vraiment une zone boisée, des champs, et sur des kilomètres et des kilomètres avant de tomber sur Chémillé. Donc, c'est vraiment un village assez isolé. D'accord. C'est un village où il a été très, très heureux parce qu'il y avait une véritable tribu d'enfants. Il y avait des neveux, des cousins, des cousines et des amis en grand nombre. Et toute cette bande-là se retrouvait, aller chez l'un, chez l'autre. Et il avait surtout un très grand ami, Raymond Lédé, qui a été son alter ego pendant des années et des années. Je cite dans la biographie la lettre qu'il a écrite au fils de Raymond Lédé lorsqu'il a appris la mort de Raymond Lédé. Et on sent dans cette lettre toute la peine, toute la douleur qu'il éprouve d'avoir appris cette mort et tous les souvenirs qui sont remontés. Parce qu'avec Raymond Lédé, il a fait les 400 coups, il partait en vélo se baigner dans la Loire. Et la Loire, par rapport à Chémillé, c'est tout de même plus de 30 kilomètres. Hein, donc, tout de même, c'est déjà de l'aventure. Oui. Dans la journée, il faisait facilement pas loin de 60, 70, 80 kilomètres à vélo pour aller se baigner dans la Loire, qui était dangereuse quand même. Alors, est-ce que c'est ça qui l'a amené au scoutisme? Parce que le scoutisme fut fondateur pour lui aussi. Oui, alors je pense que le scoutisme, ça a été un peu une décision de son père. Et puis Jean disait que de toute façon, dans toutes les bonnes familles bourgeoises et catholiques de l'époque, les enfants étaient de toute façon scouts. Donc voilà. Mais je pense que le scoutisme ne découle pas forcément de cette liberté qu'il a connue à Chémillé. Vraiment, c'était une enfance... j'allais dire presque rêvé à Chémillé. Alors, il n'y passait pas tout le temps sa vie, c'était surtout les vacances. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand Jean était enfant, les vacances, c'était 3 mois pleins. Oui. Donc, c'était un autre... On quittait la routine quotidienne pour rentrer dans une zone de 3 mois où on vivait des tas d'aventures. À part, en fait, une parenthèse, enchantée. C'était une vraie parenthèse et beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui. Parce que c'était vraiment très très long. Ouais. Donc voilà,
Je pense qu'à Chemillé, et pendant ces années où il allait en vacances à Chemillé, dans sa famille, il a pris le goût de la liberté, mais avec des excès d'une certaine manière. Et lorsque son père l'a inscrit chez les scouts, ça a été d'une certaine façon pour cadrer cette liberté, pour lui donner une structure que le jeune garçon n'avait pas. Il était un peu brouillon dans tous les sens. On comprend Et ses parents. donc, voilà. Et donc, ils l'ont mis chez les scouts pour qu'il acquiert une certaine autodiscipline, d'une certaine manière, et sache un peu se débrouiller. Alors, se débrouiller, par exemple, pour se faire à manger, ça a été une catastrophe, parce que Oui. là, même ses camarades de voyage plus tard disaient que on ne lui confiait jamais le soin de faire à manger, parce que c'était une horreur. Personne n'est Et parfait. voilà. Et sa fille, Marion Raspail, m'a raconté que même faire des œufs au plat, c'était problématique pour lui. Donc, oui, là, ça a été un échec total sur le plan de la gastronomie. Mais en revanche, sur le fait de savoir se débrouiller, de dormir sous la tente, et de savoir se débrouiller dans les bois, de faire du feu, etc. Voilà, ça, il l'a très bien acquis. Et puis, ça lui a permis également d'acquérir une certaine discipline religieuse aussi, puisque à l'époque, les scouts étaient évidemment très liés à l'Église. Donc, il a eu cette discipline religieuse qu'il n'avait pas non plus. Ça lui a donné une idée de ce qu'était le sacré, qui va jouer un grand rôle dans sa vie par la suite. Ça lui a donné vraiment cette structure qui lui manquait. Et puis, il y avait aussi l'intérêt à l'époque pour l'Amérique. Alors voilà, mais ça, là aussi, on l'a oublié aujourd'hui, mais même quand j'étais enfant, l'Amérique, c'était le rêve. On rêvait. Alors, il y avait toutes sortes d'Amérique. Il y avait l'Amérique moderne, évidemment, avec ses grosses voitures, ses immeubles, etc. Et puis, il y avait l'Amérique des Indiens et des cow-boys. Quand j'étais gamin, on jouait aux Indiens et aux cow-boys. Et évidemment, pour Jean, les Indiens, l'Amérique, et c'était aussi très proche des scouts. Il y avait quelque chose de très, très proche du scoutisme. Donc oui, l'Amérique le faisait rêver beaucoup. Et comme le scoutisme, donc il y a une maxime, si l'on veut, hein, et si la route te manque, fais-la. Donc ça, il Oui. va vraiment l'appliquer, avec notamment une rencontre qui va être une impulsion finalement donc pour faire ce premier voyage avec l'abbé Tessier. Oui, la BTC va être en quelque sorte le catalyseur qui va déclencher le voyage. Parce que là, c'est dans ses archives, j'ai retrouvé une lettre d'un de ses condisciples qui indiquait qu'il avait cette idée de partir en canot sur les traces du père Marquette depuis très très longtemps. Et quand je lui ai posé des questions là-dessus, pourquoi en canot, pourquoi Oui, sur... oui. Et il n'a pas su me répondre. Il m'a dit, c'est peut-être relié à mon signe astrologique. Mais voilà. Il C'est... était poisson. Je Non. ne sais plus s'il était poisson ou... Et- Enfin, est-ce- bref, ça a été sa réponse. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler en quelques mots ce qu'a été finalement cette aventure du père Marquette c'était au XVIIe siècle, hein, Oui, alors c'est il faut savoir que l'Amérique française, ce que l'on a appelé pendant longtemps la Louisiane, c'était quasiment les trois quarts du Canada actuel et la moitié, même plus de la moitié des États-Unis actuels. C'était ça, la Louisiane. Et donc, le père Marquette a exploré une grande partie du Saint-Laurent et de la rivière, une rivière au Canada, son nom m'échappe sur le moment, mais ça a été un explorateur de toute cette région-là. Il est allé jusqu'à Prairie du Chien. Drôle de nom. Oui. Oui, Prairie du Chien, une ville qui va marquer Jean, puisque c'est une ville où lui-même va passer, puisqu'il suivait les traces du père Marquette. Mhm. Et donc, c'est une ville qui se situe presque au confluent avec le Mississippi. Et là, il va chavirer, il va y avoir une tornade le jour où ils arrivent à Prairie du Chien. Et ils vont tout perdre. Enfin, leurs canaux vont se retourner. Terrible. Ah oui, Ouais. ils ont manqué vraiment de mourir à ce moment-là. Vraiment, ça a été une... Donc, ils vont suivre ce prêtre
qui a exploré les territoires indiens à l'époque. Il faut savoir également, et ça Jean a insisté beaucoup, sur le fait que la colonisation du Canada et des futurs États-Unis, l'Amérique du Nord, ne fut pas du tout, dans la plupart des cas, une colonisation violente. Les Français s'entendaient plutôt bien avec les Indiens, à telle enseigne du reste que lorsque les Français vont se retirer, il y a certaines tribus indiennes qui vont combattre les Anglais avec le drapeau à fleur de lys. Ça, c'est tout à fait passionnant ce Ah que vous ouais. nous dites, c'est parce qu'on l'oublie. On l'a l'a oublié, oublié. on l'a oublié et on a oublié. Et le fait que surtout les Français se mariaient avec les Indiennes et qu'il y avait vraiment une relation très forte entre Français et Indiens, ce qui n'a pas du tout été le cas, pas du tout. Ensuite, évidemment, avec ce massacre qui a eu lieu de toute façon par Bien la sûr, suite. bien sûr. Alors, ce premier voyage, donc intitulé Trois-Rivières et la Nouvelle-Orléans, c'est un très long voyage. Jean Raspail dira, écrivez-vous, que ce premier grand voyage fut de tous le plus beau. Ouais. Toujours est-il que ce fut un défi vraiment incroyable, c'est ce que vous nous Ouais. disiez tout à l'heure, avec une première partie la plus éprouvante physiquement et une seconde partie peut-être plus intimement inscrite dans le passé, à la frontière du réel et de l'imaginaire. Et ils vont partir à combien 4, 5 Quatre. 4 Quatre. sur. Quatre. Alors, ils vont faire quand même près de 5000 km à la force des bras, donc dans 2 canaux d'à peine 5 mètres de long chacun. Donc, on se dit déjà très très peu de moyens, et peu de moyens financiers aussi, je crois. Ah, très peu. Très, très peu. Ils sont partis avec... Alors, les canaux ont été fournis par la BTC, qui les a... Il faut savoir qu'à l'époque, l'Église québécoise était très riche et très puissante. Et donc, la BTC s'est arrangée pour que 2 canaux soient 2 canaux traditionnels. Il y en a un qui a été retrouvé, qui se trouve aujourd'hui chez les Rands Scouts au sud de Paris. Ah. Oui, Ouais, des ouais. années plus tard, vraiment très... Dans les années 2000, il a été retrouvé tout à fait par hasard, Donc, on comme peut ça, à aller le Paris. voir si On peut, je crois intéressé qu'on peut aller le voir, éventuellement, oui. ouais. Jean est allé le voir, de toute façon, est allé le Ouais. voir pour le reconnaître. C'était son canot en plus, le sien. C'était le sien. Oui. Ah. Il a été retrouvé en fait dans alors pas une déchetterie, mais un ferrailleur, chez un ferrailleur, si je ne me trompe pas, à côté des Grands Moulins de Paris. Et évidemment, pourquoi des Grands Moulins de Paris? Parce que son père a été directeur des Grands Moulins de Paris. Et donc, je pense que le canot, pendant des années, a été entreposé dans des hangars des Grands Moulins de Paris. Et puis, lorsqu'il y a eu des travaux, etc., ils ont débarrassé tout cela. Et donc, le ferrailleur a récupéré. Et puis, il y a un scout qui a découvert ce canot et qui avait lu Jean Raspail et qui s'est dit, mais ça doit être le canot. Formidable, voilà. on revient au scoutisme en fait. Alors, Donc ce canot se retrouve là, puisqu'ils ont été ramenés après l'expédition, les 2 ont été ramenés en France. Donc oui, cette expédition est absolument fabuleuse. Ils sont partis avec donc très peu d'argent, pas de gilet de sauvetage, le minimum en termes de vêtements, parce que les canots n'étaient pas très grands. on rappelle que c'était en 1949 Voilà. et que Jean devait avoir 22-24 ans Oui, à peu près. tout à fait. C'est ça, Oui, c'était des jeunes gens. De toute façon, l'aventure s'est située dans le cadre du scoutisme, des randers scouts. Donc vraiment des scouts aventuriers. Et donc, les voilà partis à 4. Avec Philippe Andrieux. Avec J'insiste Philippe sur lui Andrieux, parce que c'est oui. quelqu'un qui va compter quand même. Voilà, pour lui. Philippe Andrieux est un petit peu plus âgé que Jean Raspail, mais lui ressemble énormément. Il a fait la guerre, toutefois. Donc, ça lui donne déjà une stature un petit peu différente. C'est quelqu'un qui sait très bien se débrouiller, qui est très raisonnable, et donc, oui, qui va beaucoup soutenir l'équipe. Surtout à un moment, et ça, Jean Raspail ne s'en est jamais vanté, mais à un moment, Jean va avoir vraiment une faiblesse et va devoir être hospitalisé pendant quelques jours parce qu'il est épuisé. Et donc, c'est Andrieux qui va prendre vraiment la tête de l'expédition à ce moment-là. Alors, il y aura 2 récits de cette expédition. Le premier, donc celui de Philippe Andrieux, En canot sur les traces de Marquette, donc qui est un vrai carnet de voyage, qui aurait été écrit, je crois, dans la foulée ou presque.
Et puis, beaucoup plus tard, 55 ans plus tard, Jean Ouais. Raspail lui-même, qui a écrit En canot, bien sûr, En canot sur les chemins d'eau du roi. On s'étonne de cette immensité temporelle qui le sépare justement de cette première aventure. Oui, mais je pense que, voilà, c'était un homme, et je pense que si vous interviewiez, Sylvain Tesson, il vous dirait peut-être un petit peu la même chose. Quand on est un grand voyageur, les voyages s'enchaînent et Mm. d'une certaine manière, on ne regarde pas derrière soi. Si Philippe Andrieux a écrit le récit de cette expédition, de cette première expédition, c'est parce qu'il n'a pas été du troisième voyage, celui au Pérou. Jean estimait qu'il faisait doublon avec lui et donc il a décidé, lors du troisième grand voyage au Pérou, de ne pas le reprendre avec lui. Et donc, pendant ce voyage, Philippe Andrieux, resté en France, a écrit ce récit. Donc voilà, ça c'était le premier récit qui est un carnet de voyage, qui est vraiment très factuel, avec peu de digressions sur l'histoire de l'Amérique française, ce qui va en revanche beaucoup intéresser Jean Raspail, parce que En canot sur les chemins d'eau du roi, ce n'est pas seulement le récit de cette expédition extraordinaire, mais c'est aussi un voyage dans le passé, et dans le passé de l'Amérique française. C'est ça qui, je pense que Jean Raspail a voulu écrire avant tout un ouvrage sur cette Amérique française que nous avons oubliée lorsque je vous disais tout à l'heure, voilà, la Mm. Louisiane, pour la plupart des gens, la Louisiane, c'est simplement un État à l'heure actuelle des États-Unis. On a Mm. oublié cette immensité que la France avait conquise à l'époque. Absolument. Alors écoutez, je vous propose, Michel, de nous identifier pour les auditeurs qui nous auraient pris en route. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration, du mercredi 3 décembre 2025. Pascal Morer, assisté de Michel, titre de l'émission Jean Raspail, l'explorateur à la frontière du réel et de l'imaginaire. L'invité de cette émission est Philippe Emsen, professeur de lettres, conférencier et auteur. Et aujourd'hui, il est là pour son ouvrage Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, aux éditions Albin Michel. Voilà, merci cher Michel. Et donc, nous vous rappelons, chers auditeurs, que cette émission est préenregistrée. Donc, nous ne pouvons réagir à vos questions en temps et en heure, mais n'hésitez pas surtout à nous les faire parvenir. Donc, revenons, Philippe Emsen, à ce premier voyage initiatique, en quelque sorte, de Jean Raspail. Donc, je le rappelle, hein, de Trois-Rivières à la Nouvelle-Orléans, et avec surtout, vous l'écrivez, je le dis initiatique parce qu'il se découvre avec la recherche de Sagonic. Qu'est-ce que Sagonic ? Sagonic, c'est d'abord une étape. Voilà, c'est une simple étape sur leur parcours. C'est au bord des Grands Lacs, donc entre le Canada et le passage dans les États-Unis, aux États-Unis. Donc c'est un soir, ils arrivent, il fait du vent, ils doivent camper et ils vont s'arrêter dans une crique pour dormir. Et le lendemain, étant donné qu'il y a toujours du vent, ils vont faire un grand détour. Alors c'est amusant déjà, parce que lorsqu'on lit En canot sur les chemins d'eau du roi, Jean Raspail situe Sagonic sur une île, sur les Grands Lacs, Mhm. donc sur une île. Et il fait même un petit croquis, il a même fait un croquis que les éditeurs ont publié en tête du chapitre. Et voilà. Chez Philippe Andrieux, ça se situe à un tout autre endroit. Toujours le long des Grands Lacs, mais vraiment très éloigné de là où Jean Raspail le situe. Et lorsque je me suis aventuré dans la tentative d'identifier Sagonic, ça a été absolument phénoménal parce que j'avais des versions totalement contradictoires. Finalement, j'ai réussi à trouver où c'était exactement. On vous félicite. Donc, c'était évidemment aujourd'hui, ce n'est même plus signalé sur aucune carte. Donc, j'ai essayé de le décrire aussi précisément que possible grâce à l'aide d'un chef indien
et d'un Canadien qui fait du canot, et donc qui m'a beaucoup aidé pour retrouver exactement où ça pouvait Donc être. en allant sur place. Alors lui, il était allé sur Oui. place, oui, hein, mais c'est même très compliqué aujourd'hui d'aller sur place. On ne peut pas y aller en voiture, puis ensuite en canot. Non, il faut vraiment faire un grand détour en canot pour atteindre le lieu, qui ne présente aucun intérêt, je vais vous dire, qui est une simple clairière au bout d'une rivière. Et donc, à l'époque où Jean y est allé, Sagonic était déjà abandonné. En fait, c'était un village indien abandonné. Donc, quand ils y sont arrivés, ils ont trouvé des tentes avec des vieilleries dedans, des vieilles affaires dedans, une affiche qui date assez ancienne. Alors une affiche justement Voilà. où il était inscrit, je crois, défense de rentrée, Voilà, etc. c'est ça, tout à Voilà, fait. peuple. C'était des mises en garde en disant que Oui. il rentrait en territoire indien, que donc il fallait ne pas ramasser les champignons, ne pas se livrer à la chasse, etc. Et alors cette affiche, elle a une histoire pour Jean. Oui, tout à fait. Puisque donc Jean et ses 3 coéquipiers vont se retrouver là. Ils vont déjeuner, ils vont pique-niquer aux abords de ce village. Et puis l'un des coéquipiers va commencer à raconter des histoires comme les scouts savent en raconter, hein, disant peut-être que les Indiens sont là à nous épier tout autour avec leurs arcs et flèches, etc. Et en fait, c'était pas la fantaisie, c'était pas l'imaginaire de Jean, donc qui a laissé ses 3 compagnons tout seuls, puis qui s'est aventuré un petit peu plus loin en se disant peut-être que effectivement ils sont là. Donc Déjà son s'avançant, goût pour un petit peu de solitude, la se mettre un solitude, petit voilà, peu à l'écart. se mettre à Hein, l'écart, pour et mieux puis saisir s'avancer, peut-être. Ouais. écouter, et puis plutôt que de se dire non, il y a rien. Laisser la place à l'imagination à partir d'une certaine frontière. C'est-à-dire, je ne vois rien, mais qui dit que là, un tout petit peu plus loin, ils ne sont pas là. Et donc, ça a été pour Jean la découverte du pouvoir de l'imaginaire. L'imaginaire qui prend la suite du réel, qui peut être décevant d'une certaine manière, puisque le village est abandonné, ils ne voient pas d'Indiens alors qu'ils espéraient en rencontrer. Voilà. Et donc, l'imaginaire vient à la suite de cette exploration géographique. Et ça, c'est vraiment la base de, je dirais, quasiment tous les romans de Jean Raspail. C'est un géographe. Il construit ses romans comme un géographe. Et sur cette géographie très précise, il laisse place à l'imaginaire. C'est tellement bien fait et tellement trompeur aussi qu'énormément de ses lecteurs s'y laissent prendre. Je me souviens qu'à l'époque où il a publié L'Anneau du pêcheur, qui est géographiquement très bien construit, mais évidemment avec toute une part imaginaire, il a reçu énormément de courriers de gens qui suivaient, de randonneurs, qui suivaient le même trajet que le pape Benoît de son roman, en disant « mais je n'ai pas trouvé telle chapelle, je ne comprends pas, pourtant vous situez bien les choses à tel endroit, mais à tel endroit je n'ai pas trouvé telle chose et telle chose ». Et Jean me disait « mais évidemment qu'il ne le trouve pas, puisque je l'ai inventé ». Donc voilà. Et je dirais presque tous ces romans, vous prenez le jeu du roi, vous pouvez situer, c'est évidemment le Cap Fréhel, mais lorsque vous y allez, vous ne retrouvez pas exactement ce que Jean y a vu, c'est-à-dire à la fois ce côté réaliste, réel de la description de la côte, des rochers, mais également tout cet imaginaire qu'il va y mettre. Et donc Sagonic, c'est vraiment la naissance, et du reste dans un livre qui s'intitule Pêcheur de lune, très très beau, très bel ensemble de chroniques et d'histoires. Peut-être le premier. Le Pêcheur de lune, c'est le deuxième volume après L'âge des steppes. Et dans le Pêcheur de lune, il dit clairement qu'il est né à Sagonic. Qui est né à Sagonic? L'écrivain, l'inventeur, celui qui a de l'imagination et qui va ensuite laisser libre cours à son imagination dans ses romans. C'est lui qui est né à Sagonic. C'est pour ça que dans la biographie, j'ai accordé vraiment beaucoup d'importance à ce lieu, parce que d'une part, ça revient à plusieurs reprises dans ses œuvres,
et d'autre part parce que ça a été une découverte fondamentale, et du reste, ce trajet qu'il effectue jusqu'à un certain endroit où il laisse place à l'imagination, il va le refaire en Haïti, par exemple, où je crois que c'est également dans Pêcheur de lune, il raconte qu'il prend sa Jeep, s'en va jusqu'à un certain endroit, et puis regarde les montagnes en imaginant qu'il y a des peuples qui sont là, qu'on n'a pas revus depuis des années et des années. Alors, vous écrivez dans votre livre, justement, après cette première expédition, hein, ce grand voyage, et puis avant le second, dont nous allons parler maintenant, et bien que finalement une philosophie de voyage va se développer, et en tout cas partagée entre Jean Raspail et Philippe Andrieux. Et vous écrivez donc que nous prenions, en les faisant parler, nous prenions conscience de nous trouver là, non par sport, mais pour connaître et pour comprendre, pour aimer aussi, au nom de millions de Français qui ne voyageront jamais. Partis vers une belle aventure de jeunesse, nous en découvrions peu à peu la signification profonde. Bien plus qu'une vie simplement séduisante, nous avions trouvé un idéal. Oui, oui, et là aussi, il faut se reporter à l'époque où effectivement les gens voyageaient peu, et donc cette première expédition va permettre à Jean et à Philippe Andrieux de rentrer dans cette organisation qui était en train de naître à l'époque et qui va avoir un très bel avenir, à savoir Connaissance du monde, qui était ce principe de diffuser dans les cinémas des films en fait muets, sans sonorisation, et l'auteur de l'expédition sur scène. Et donc, commentant en direct les images passées qui étaient diffusées sur l'écran, et avec un appareil mettant de la musique ou un fond sonore à d'autres moments. Mais surtout, l'auteur était sur scène. Quand j'étais gamin, j'ai vu Alain Bompard, Haroun Tazieff, dans le cadre de Connaissance du monde. Et ça a été une organisation qui avait un énorme succès. Et pour les grands aventuriers de l'époque, Tazieff et Bompard en faisaient partie à l'époque, c'était une source de revenus importante. Ils faisaient des voyages, revenaient en France avec un film et un livre en règle générale, et puis ensuite, pendant plusieurs mois, faisaient toute une tournée dans les villes de province, après avoir fait plusieurs diffusions, enfin plusieurs soirées en France. Ils parcouraient la France dans toutes ces grandes villes et petites villes, la Belgique, le Canada, également le Québec, ils allaient également au Québec, et présenter leurs livres, présenter leur expédition, ce qui leur rapportait une somme d'argent suffisante pour ensuite envisager une deuxième expédition, une troisième, etc., etc. Et donc, cette première expédition a été pour Jean l'occasion de rentrer chez Connaissance du monde. Le film que je n'ai pas vu malheureusement n'était pas de très bonne qualité, mais il a été monté, le film de cette première expédition a été monté le mieux possible par un ami de Philippe Andrieux qui s'appelait Guy Morance. Et Guy Morance va devenir le cinéaste de Jean Raspail sur l'expédition Terre de Feu Alaska, puis au Pérou et également au Japon. Ça va être vraiment son cinéaste, et c'était un grand cinéaste, Guy Morance. Et je tiens à remercier son épouse qui m'a énormément aidé. On la salue. Voilà, qui m'a énormément aidé pendant la rédaction de ce livre, qui m'a apporté énormément de documents et de témoignages de vive voix et fort intéressants. Et Guy Morance, et du reste, c'est un des rares films qui est disponible en DVD, qui doit être encore disponible en DVD. C'est l'expédition au Pérou, donc la troisième, qui est le seul film Connaissance du monde qui a été mis sous forme de DVD et qui est disponible, je pense, encore dans le commerce. On doit c'est ce que vous dites, oui. Sinon, malheureusement, vous n'avez pas eu accès aux autres films. Les autres, malheureusement, ont disparu. Enfin, pas disparu, ils doivent se trouver quelque part, mais malheureusement, je n'ai pas pu le voir, alors qu'il avait fait de très beaux films, notamment sur les réserves indiennes et sur le Japon également. Guy Morance avait fait un très, très, très beau film sur le Japon.
Alors, connaissance du monde, je me permettrai, cher Philippe Hemson et chers auditeurs, de faire un petit clin d'œil à Hervé Archambault, qui a repris cette émission il y a 18 ans et qui était lui-même responsable donc, de connaissance du monde sur Paris et proche Paris. Voilà, Hervé, si jamais vous nous entendez, eh bien, on vous salue bien, bien chaleureusement et on espère que vous allez bien. Bon, maintenant, vous avez d'autres projets et d'autres activités, mais voilà, on a une pensée pour vous. Je voulais vous demander, connaissance du monde aujourd'hui, c'est toujours aussi important pour les explorateurs? Non, je pense pas. Je pense que ça. Mais même Jean a connu la transition, puisque à la fin de ses grands voyages, il a commencé à faire des émissions de télévision en Belgique. Donc la télévision, en se développant en quelque sorte. Alors ça existe toujours, bien entendu, mais de manière différente. Et ce n'est plus la grande époque de connaissance du monde. Très bien. Alors, chers auditeurs, je vous propose d'écouter un bobino très important pour notre radio. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, donc vous écoutez bien le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration. Mon invité est Philippe Hemson, Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, donc chez Albin Michel. Voilà, là qui est mieux. Voilà, donc nous nous entretenons donc maintenant sur le deuxième grand voyage initiatique, je pense qu'on peut le dire encore, de Jean Raspail, où là il s'est agi de joindre les deux extrémités d'un monde, la Terre de Feu à l'Alaska en automobile. 17 pays à traverser, 17 peuples à comprendre. Un défi ici qui est plus mécanique et sportif, écrivez-vous, de 45 000 km, avec des véhicules français, Oui, Renault. Tout à fait, Voilà. 2 Renault, 2 Colorales Renault. Cette expédition, Jean l'a mise au point avec Philippe Andrieux, tandis qu'il descendait le Mississippi. Lors de la première expédition, puisque la première partie de l'expédition au Canada était très sportive, et une fois qu'ils sont arrivés sur le Mississippi, comme il me disait, il ne fallait plus cramer, on s'ennuyait, et donc... comme on s'ennuyait, eh bien on papotait et puis on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va rentrer en France? On va quand même pas s'enfermer dans un bureau. Donc on va refaire un voyage, mais où? Et donc c'est ainsi que l'idée de faire cette grande expédition Terre de Feu Alaska est née dans leur esprit. Ça a été une expédition très différente. D'une part parce qu'ils étaient plus nombreux, ils étaient 6 cette fois, si je ne me trompe pas, et 2 voitures. Donc l'organisation était plus imposante d'une certaine manière. Le voyage va être pour Jean une double découverte, à mon sens. Évidemment, la première des découvertes pour lui, puisqu'ils vont arriver, les deux automobiles vont être transportés jusqu'à Buenos Aires. Puis de Buenos Aires, ils vont descendre donc vers la Terre de Feu. Et cette première partie de leur voyage va permettre à Jean de découvrir la Patagonie. Et c'est quelque chose qui va profondément le marquer, parce que les espaces sont immenses, parce qu'il y a quasiment personne sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et puis lorsqu'on arrive tout au bout de l'Amérique du Sud, donc avant la Terre de Feu, qui est de l'autre côté d'un bras de mer, donc du canal de Beagle, eh bien, on arrive dans le territoire de ces Indiens disparus, les Alakaleuf, qui avaient été étudiés par un grand ethnologue de l'époque, qu'il va rencontrer. Avant. Il le rencontre avant, avant d'aller en Patagonie. Ah non, il le rencontre à Punta Arenas, là où ils vont faire escale, parce qu'ils vont aller jusqu'à Punta Arenas, puis passer en Terre de Feu. Leur idée, c'était de descendre jusqu'à Ushuaia. Malheureusement, il y a un moment où la route il n'existait plus de route pour aller jusqu'à Ushuaia. Donc, Philippe Andrieux va prendre un avion pour aller à Ushuaia. De Ushuaia, il va essayer de voir si on peut remonter vers le nord.
ils se rendent compte qu'il n'y a pas de route, et donc finalement ils vont abandonner l'idée de partir d'Ushuaïa, ils vont partir d'un lac sur la Terre de Feu. Et ce qui est intéressant, c'est que bien des années plus tard, Jean Raspail, déjà âgé, va faire des croisières dans cette région-là, et donc va louer une voiture un jour, et va faire, là maintenant il y a des routes qui sont construites évidemment en Terre de Feu, et donc va faire, comme il disait, avec des années de retard, la dernière portion de ce voyage qu'il n'avait pas pu faire à l'époque. Alors la découverte de la Patagonie, il l'a fait aussi, et essentiellement peut-être sur un bateau, le Michelvi, si je me souviens bien. Oui, tout Et à fait. vous dites qu'il est séduit, et c'est là où on est tout à fait étonné, parce que ça va pas forcément de soi, par le côté très rugueux, ou plus du paysage. Et vous écrivez, hein, il est saisi par le caractère déconcertant du paysage, terriblement hostile. Tout un monde d'eau glacée soulevée de vagues, de vents violents, de nuages bas et parfois de brumes qui se lèvent d'un coup comme une sorte de suaire qui vous serait jetée à la figure. Paysage minéral en gris et blanc, plongeant dans la mer. Rien d'aimable, rien d'un tant soit peu accueillant, rien d'humain, et pourtant, dans ce monde où l'on se donne le sentiment que l'homme n'a rien à faire, que tout l'en repousse, des hommes quasiment nus vécurent seuls entre eux durant des milliers d'années, n'ayant aucune conscience qu'il pût exister un autre monde que celui-ci, ni d'autre être qu'eux. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui va profondément le marquer. Et puis, il y a toujours cette idée que ces hommes, donc ces Alakalev, qu'il va sans doute apercevoir dans la brume ce jour-là, où il va partir sur le Michelvi, sont en quelque sorte des témoignages vivants d'un monde inaccessible. Lorsqu'il le regarde, il voit une étendue de temps infinie entre eux et nous, une incommunicabilité totale, et c'est aussi quelque chose qui va le fasciner. Cette espèce de reliquat d'une humanité disparue, et qui va orienter beaucoup de ses voyages par la suite, puisqu'il va chercher d'une manière presque systématique lors de ses voyages, même à New York, bien des années plus tard, il va essayer de retrouver ceux qui ont disparu en quelque sorte. Et puis vous écrivez, c'est en réalité vers cette Patagonie qu'il habite désormais, qu'il porte au plus profond de lui, comme un désir lancinant, dont l'objet échappe à toute définition, qui ne cessera de se retourner, comme pour tenter de s'y établir lui-même, donc dans cet état de transparence qu'évoque Yves Bonnefoy. Oui. Yves Bonnefoy, effectivement, que vous citez avec l'arrière-pays. Cette notion d'arrière-pays est aussi très importante pour Christiane Rancé, qui est un très bel écrivain, aussi très bel auteur dans le grand large. Et vous m'aviez confié aussi que la Patagonie représente peut-être pour lui, qui aimait la solitude, comme on l'a dit, cette page blanche, peut-être ce lieu où il n'y a personne, ou plus personne. Oui, justement, Jean était un homme qui détestait la foule, qui détestait la masse. C'était pour lui la démographie galopante était quelque chose d'angoissant. Or, en Patagonie, c'est exactement... je dis souvent que la Patagonie qu'il découvre, alors pas seulement la Patagonie de l'extrême sud, mais la Patagonie des Grandes Plaines avant le sud du sud, c'est l'exact contraire, l'exacte antithèse du camp des Saints, enfin de cette submersion qui est décrite dans le camp des Saints, qui est une submersion de masse, et non pas raciale comme on l'a dit, qui est une submersion de masse. Et l'exact contraire de cette submersion de masse, c'est la Patagonie, où il n'y a personne, excepté quelques éleveurs, quelques gauchos ici et là, qui se montrent accueillants, qui se montrent pleins de courtoisie, d'une certaine manière. Ils vont très bien accueillir Jean et ses camarades. Et donc, quelque chose là aussi qui va profondément le marquer. Donc la Patagonie, ce n'est pas simplement la Patagonie des Alakalev, auquel il va consacrer un magnifique roman, qui est peut-être son plus beau roman, qui se souvient des hommes, mais c'est aussi la Patagonie des
des éleveurs qui ont une certaine fierté et que l'on va trouver dans un roman que l'on cite assez rarement de Jean et qui pourtant se situe en grande partie en Patagonie, qui est un roman policier intitulé Le Président. Oui. Le seul roman policier qu'il ait écrit. Il en a écrit un. Voilà, il en a écrit un. Avec, on apprend beaucoup de choses avec vous, Philippe voilà, Hansen. une histoire de gémellité. Et une partie de ce roman se situe en Patagonie. Et ça, c'est la Patagonie, justement, des grandes plaines, la Patagonie de la solitude. Et puis, enfin, il y a également la Patagonie, j'allais dire légendaire, qu'il va découvrir très vite, grâce indirectement à Roger Caillois, qui est la Patagonie du roi de Patagonie, qui va occuper, là aussi, un autre de ses romans, deux autres de ses romans, on peut estimer, Le Jeu du roi, d'une part, où Aurélie-Antoine Ier, roi de Patagonie, est présent, mais également moi, Antoine de Tounins, roi de Patagonie. Alors, on va passer après sur les étapes du voyage. Ça, chers auditeurs, vous le découvrirez dans les livres de Philippe Hansen. Je voudrais juste dire que donc, la traversée des Andes sur 3 bacs successifs, donc sur 2 lacs argentins, n'a pas été sans incidents qui auraient pu être dramatiques, mais qui fort heureusement ne l'ont pas été. La traversée du Costa Rica, elle va charmer beaucoup ces aventuriers. Oui. Et puis, une anecdote entre guillemets, parce que je pense que c'est un élément aussi très révélateur de Jean Raspail, ne serait-ce que par rapport à sa foi, ou à sa perte de foi au Guatemala, à Chichicastenango, son expérience dans une église. Tout à fait, où il y a une forme de mélange de religion. Il va tomber dans l'église sur un couple qui à la fois prie le Dieu chrétien, mais également peut-être le grand Inca, d'une certaine manière. Et ce mélange des religions, des foi, arrête l'attention de Jean, qui est extrêmement sensible. Lui qui, il le dira, avec ses premiers voyages, perd petit à petit la foi, mais retrouve d'une certaine manière, dans le même temps, le sacré, l'idée du sacré. Et ce qu'il voit à travers ces deux personnes, toutes simples, qui prient Dieu à leur manière, c'est d'une certaine manière comment le sacré habite l'homme. C'est cet aspect-là qui est important. Je voudrais également insister sur le fait que un autre aspect de ce voyage, qui est très important pour Jean, c'est qu'à mesure qu'ils vont traverser l'Amérique du Sud, donc du sud vers le nord, oui, il va se rendre compte très clairement que plus on s'approche de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord, plus il y a une extension de l'influence américaine sur les différents pays. Et ça va beaucoup marquer Jean Raspail, qui se rend compte d'une sorte d'uniformisation qui se produit à mesure qu'il se rapproche des États-Unis. Plus il était loin des États-Unis, plus il y avait des cultures nettement affirmées, nettement ancrées dans leur tradition, dans leur passé. Plus il monte vers le nord de l'Amérique du Sud, plus il y a une forme d'uniformisation de la vie, des mœurs, une disparition des petits villages, des traditions, etc., qui apparaît. Et ça va le marquer profondément parce qu'il va se rendre compte des années plus tard que cette uniformisation-là arrivera en France. Et ça va déclencher en lui une forme de colère extrêmement forte et qui débouchera sur la rédaction du Camp des Saints. Du Camp des Saints, donc déjà un regard visionnaire. Oui, un regard visionnaire, oui. Et à plusieurs reprises, Jean va se montrer visionnaire. Alors, évoquons maintenant la 3e et dernière expédition de l'équipe Marquette, en tout cas au nom de l'équipe Marquette, donc au Pérou, que vous qualifiez comme un tournant. Oui, parce que jusqu'ici, ils avaient tracé. Ils avaient beaucoup voyagé en canot, beaucoup voyagé en voiture. Là, ils vont très peu voyager. Ils vont s'intéresser aux peuples qui se trouvent là, à leur histoire, à leur tradition. Ils vont s'intéresser vraiment aux différentes tribus qui se trouvent installées autour des haciendas où ils descendent.
Alors, ils vont même camper sur le Machu Picchu désert. Ça nous fait Oui, rêver tout à aujourd'hui, fait. hein. Le Machu Picchu qu'ils découvrent n'est absolument pas fréquenté, n'est pas du tout un lieu à l'époque touristique. Et donc, il y a quasiment personne. Donc, ils vont camper là plusieurs jours tout à fait tranquillement. Ce qui a dû être Oui, oui, grandiose. ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver, Oui, oui, ça fait absolument. rêver. Puis il va y avoir Ouais. des films, des photos, et vous dites où l'imagination et l'émotion ou les émotions seront vraiment importantes. Oui, parce que découvrir un lieu dans la solitude, c'est aussi avoir cette impression qu'il y a une sorte de relation directe qui s'établit entre le passé et le présent. Et donc pour Jean, c'est absolument fondamental, cette expérience-là. Et il la vit intensément. Et puis, il y a un autre passage que je voudrais qu'on évoque. Lorsqu'ils sont au bord du lac Titicaca, en l'occurrence, ils s'intéressent à des Indiens Uru, ils vont apprendre, alors qu'ils sont vraiment très loin de l'actualité, ils vont apprendre quand même l'annonce tragique de Dien Bien Phu, parce que à ce moment-là, deux camions vont débarquer avec des militaires, des fantassins péruviens notamment, qui vont venir pour leur apporter leur soutien, leur amitié et leur dire finalement qu'ils souffrent pour eux. Bien sûr, la France avait un grand prestige encore à l'époque, qu'ils avaient déjà éprouvé lorsque ils étaient aux États-Unis, lorsqu'on leur avait demandé un jour, notamment on avait demandé à Jean je crois que c'était à Jean, de tenir une sorte de discours en français. Et il avait demandé, mais qui comprend le français? Personne. Mais c'est parce qu'on aime entendre la musique de la langue Ah, c'est française. magnifique. Voilà. Imaginons Ouais. le prestige de la France à l'époque. Et là-bas, au bord du lac Titicaca, la France est encore à cette grandeur dans les esprits. Et évidemment, lorsque les militaires vont apprendre que la France est éprouvée en Indochine, eh bien, ils vont venir rendre hommage aux Français qui sont là et qui campent et partager avec eux leur peine. C'est tout de même quelque chose, on vit là dans un autre monde. Et quelque chose qui a bouleversé aussi et marqué profondément Jean Raspail, on Ah oui, l'imagine. oui, bien sûr. Cher Michel, je pense que là, il est temps de dire à nos auditeurs qu'ils écoutent. Très bien. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration du mercredi 3 décembre 2025. Pascal Morer a cité Michel, titre de l'émission Jean Raspail, l'explorateur à la frontière du réel et de l'imaginaire. L'invité de cette émission est Philippe Hemsen, professeur de lettres, conférencier et auteur, et il est là pour son ouvrage Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, aux éditions Albin Michel. Nous vous rappelons que ce journal est préenregistré, mais que vous pouvez nous adresser vos messages en direct quand même. Merci beaucoup, Michel. Alors, je remontre le livre de Philippe Hemsen, donc Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs. Voilà, dont nous parlons en ce moment avec un grand régal avec Philippe Hemsen, donc son auteur qui est venu parmi nous. Envisageons maintenant, je vous propose Philippe Hemsen, après ses 3 premiers voyages fondateurs, et après ce tournant du 3e, le voyage au Oui. Pérou, le Japon, le Proche-Orient et Hong Kong principalement, hein, qui constituent d'après vous les 3 grands autres voyages réalisés de 1956 à 1963. Et vous dites qu'ils ont confronté finalement Jean Raspail à des mondes dont il aura la plus grande peine à pénétrer l'âme. Tout à fait. Ça va être à la fois sa grande déception au Japon de se sentir constamment en but à une incompréhension. Tout cela s'explique alors. Ça s'explique par des données, j'allais dire, tout à fait réelles et réalistes, à savoir que premièrement, durant les 3 voyages précédents, ils dormaient chez l'habitant en règle générale ou campaient. Évidemment, quand ils ont fait leur voyage sur les chemins d'eau du roi, ils campaient principalement. Ça leur arrivait également de descendre chez l'habitant, mais plus généralement, ils campaient. Quand ils ont fait leur voyage Terre de Feu Alaska, là également, ils campaient la plupart du temps et descendaient lors des grandes étapes dans les grandes villes chez des habitants qui les accueillaient. Également au Pérou. Et au Japon, évidemment, pas question de descendre chez l'habitant au Japon. Ça ne se fait pas,
Surtout à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc déjà, il y a cette rupture. Donc ils doivent descendre dans une auberge qui va donner son nom au premier roman que publiera Jean Raspail par la suite, Le Vent des Pins. Ils vont descendre dans des auberges. Ils vont devoir faire appel également à un interprète avec lequel Jean a des liens, va nouer des liens très forts. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même cette barrière de la langue. Barrière de la langue, barrière vis-à-vis des Japonais qui se tiennent sur leur quant à soi. On est tout de même dans le Japon de l'après-guerre, donc c'est une atmosphère un petit peu particulière. Et Jean va se donner l'impression de rester constamment à la surface des choses, de ne jamais pénétrer profondément le pays, comme il l'avait fait jusqu'ici en Amérique du Sud ou au Québec ou aux États-Unis. Donc, ça va être une déception pour lui et d'une certaine manière, le chef de l'expédition au Japon, ils vont être que deux de toute façon au Japon, ça sera Guy Morance, qui lui, au contraire, va se prendre de passion pour le Japon et faire un film qui est, m'a dit son épouse, extrêmement beau. Que l'on peut voir que l'on ne peut pas voir, malheureusement non plus, qui fait encore. partie de ces films de connaissance du monde, mais qui est très beau. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean n'a pas même écrit de livre sur le Japon. C'est très révélateur, ça. Voilà, c'est révélateur. Alors, cela dit, on peut tout de même observer que quand il dit qu'il n'a pas réussi à l'écrire, etc., on peut mettre un petit peu en doute sa parole dans la mesure où il a tout de même écrit de longs articles dans la presse, comme il en avait l'habitude, dans le Figaro. Lorsqu'il faisait des expéditions, il avait signé un contrat avec le Figaro et donc envoyé des reportages régulièrement au journal avec des photos racontant ses aventures. Et donc, il l'a fait pour le Japon. Il existe dans les archives du Figaro plusieurs longs articles sur le Figaro. Mais cependant, il ne va pas publier de livres qui aurait pu être vendu lors des conférences Connaissance du Monde. Il va écrire un roman, le premier roman qu'il va publier à ce moment-là. Parce que c'est étonnant, il visite, on va dire, plutôt qu'explorer à ce moment-là, tout de même le Japon. Il va sur l'île d'Hokkaido, et là c'est vraiment pour lui aussi le sujet, subsiste tant bien que mal le troisième des peuples en voie de disparition, Tout à fait. les Aïnous. Les Aïnous. Et dont il va alors parler un petit peu dans ces deux ouvrages qui ont un statut un petit peu particulier, à savoir L'âge des steppes et Pêcheurs de lune. Ce sont des ouvrages composites dans lesquels on trouve à la fois du récit de voyage et une partie romanesque d'une certaine manière. C'est-à-dire que on navigue de l'un à l'autre et quelquefois, dans certains chapitres, les deux sont mélangés. Et là, dans Pêcheurs de lune, il va évoquer les Aïnous, mais évidemment, dans Le Vent des Pins, pas du tout. Je tiens à signaler que Le Vent des Pins vient d'être réédité il y a de ça quelques semaines par François Bousquet dans une maison d'édition qui s'intitule Sept cavaliers, par référence à Jean Raspail. Voilà. Et ça a été publié, alors pas sous le titre Le Vent des Pins, mais sous le titre Bienvenue, honorable visiteur, parce que c'est le titre sous lequel le roman avait déjà été réédité, je crois, dans les années 1970. Et en fait, Bienvenue, honorable visiteur, c'est la traduction du titre anglais sous lequel le roman avait été édité à l'époque où le roman avait paru. Très bien. Et donc, Jean a repris en quelque sorte le titre anglais et l'a retraduit en français lors de la réédition. Et François Bousquet, dans sa réédition du livre, a choisi ce titre, Bienvenue, honorable visiteur. Une très très belle réédition, je tiens à le signaler, parce que le livre est très, très agréable, très bien réédité, très bien imprimé, avec de très belles illustrations. Voilà. Tout comme le vôtre, Philippe Merci. Hampson. Je rappelle, Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, chez Albin Michel. Alors, après le Japon, un autre voyage au Proche-Orient, en Israël et en Jordanie. Alors là, notamment à Jérusalem,
il a une réaction un peu particulière face au Jardin des Oliviers, face à ce qui est plus face à ce qu'on doit voir, on va Ça dire. lui plaît pas, en fait. Ce sont des poncifs, j'allais dire, pour lui. Donc, il aime pas les poncifs. Donc, on l'emmène voir le Jardin des Oliviers depuis une terrasse. Il regarde le Jardin des Oliviers. Il trouve que ça ressemble à un jardin de curé. Ça lui plaît pas du tout. Et donc, il détourne le regard juste un tout petit peu sur le côté. Et là, il voit un petit jardin. Ah, et ça, ce petit jardin, ça retient son attention. Parce que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus authentique. Donc voilà, il aime pas ce qui est, j'allais dire, ce qui relève du folklore ou de ce qui est attendu et entendu. Je me souviens d'un texte qu'il avait publié sur les chutes du Niagara. C'est un truc de touriste. Et à la limite, avec son ton bougon que pour ceux qui l'ont connu connaissent bien. Les lieux saints, tout de même. Oui, mais c'est le Jardin des différent. Oliviers, c'est un truc de touriste. Voilà. Oui, mais rassurez-moi, le reste quand même. Le reste, quand même, oui. En tout cas, il ne va pas avoir vraiment d'émotions Non, fortes, non, ça on le non. comprend. En revanche, la Jordanie et Petra vont quand même l'enchanter. Oui, tout à fait. Là encore, je pense que les réactions de gens, que ce soit sur les lieux saints ou ailleurs, c'est toujours ce rapport direct et authentique au passé. Lorsque il n'y a pas de médiateur entre les deux, lorsque tout à coup je peux me retrouver seul dans un temple, sans personne d'autre, le soir, avec les oiseaux éventuellement, mais c'est tout. Là, il y a quelque chose de magique qui se produit, peut-être de sacré, et la barrière du temps donne l'impression d'être beaucoup plus poreuse, et donc de laisser le passé envahir le présent. Et là, Jean le ressent profondément. Il y a une scène, je ne sais plus à quel endroit du Moyen-Orient, où il monte sur un château fort, sur des créneaux, Oui. et il évoque le passé. Et on sent cette porosité du temps, et donc ce rapport très direct au temps auquel il est tellement sensible. Et donc je pense que dans les lieux saints, ce qui a fait barrière à son émotion, c'est cette multiplicité de paravents, en quelque sorte, entre... Si la grotte de la Nativité à Bethléem ou si le Golgotha à Jérusalem avait été laissé tel quel, là, oui, mais là, il y a trop de choses autour. Et donc, il y a trop de choses et trop de gens. Oui, aussi. Et donc, par conséquent, Déjà, à son l'époque, émotion n'est pas au rendez-vous. Si vous le mettez dans un château du XIIIe siècle en ruine, seul le soir, un soir d'été où le ciel est étoilé et où il est seul et peut évoquer tout ce qui s'est passé à cet endroit-là, laisser son imagination gambader, à ce moment-là, oui, cette imagination liée au lieu, encore une fois, lieu géographique, plus imagination, égale émotion. Et alors, en Israël, il va tout de même percevoir, parce qu'on parlait tout à l'heure de son aspect visionnaire, et là, ça va être le cas, puisqu'il est très frappé par cette haine qui existe entre juifs et arabes, Oui. et il va annoncer en quelque sorte, écrivez-vous, la guerre des 6 jours. Alors, la guerre des 6 jours, il l'annonce très clairement en disant, alors il ne dit pas en 6 jours, il dit en 3 jours. Les Américains, les Israéliens ont déclenché une guerre, et cela, je crois, 5 ou 6 ans avant, enfin... Oui, puisque là nous sommes en 59 et la guerre aura lieu en 67. Voilà, donc, et il l'annonce, j'allais dire, quasiment dans les détails. Enfin, c'est hallucinant quand on lit cela dans son récit de voyage. On est très, très surpris. Également, sa visite de camp de réfugiés palestiniens, où il va regarder les enfants et se dire, mais dans le regard de ces enfants, il y a déjà de la haine qui est présente, et cette haine va être entretenue et donc va donner naissance à... Alors, il n'emploie pas le mot terroriste, mais c'est ce qu'il annonce d'une certaine manière. J'ai vraiment été très, très frappé par ce côté visionnaire qu'il a dans la dernière partie de son récit
consacrée au Moyen-Orient. C'est quelque chose de vraiment très perturbant. Surtout pour nous qui connaissons l'histoire qui s'est déroulée depuis 20, 30 ans. Et l'histoire davantage. récente, bien sûr, Et l'histoire à Gaza, récente, bien sûr. bien entendu. Alors, l'autre voyage qui va tout de même compter, Hong Kong, en 1963. Donc là, il va y rester quand même 6 mois. Et il part avec Aliette, sa femme, tout de même, qui va être photographe officielle. Oui. Aliette, que j'ai beaucoup aimée, qui était une femme... Parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai. Oui, Aliette était une femme... alors, c'était très amusant parce qu'elle voulait faire des études d'art, les beaux-arts. Elle voulait faire les beaux-arts. Mais venant d'une famille très bien pensante, les beaux-arts, c'était les garçons dévoyés, les mauvaises mœurs. Donc, sa mère a mis le veto absolu sur des études aux beaux-arts. Et donc, elle est devenue... c'était avant les écoles maternelles. Donc, on gardait les enfants. Je ne sais plus comment on appelait ça. C'était un nom très amusant. Le jardin d'enfants, peut-être. Jardinière d'enfants. Voilà. Jardinière d'enfants. Ouais. Elle a été jardinière d'enfants. Voilà. Mais ça ne lui plaisait pas beaucoup, évidemment. Ce n'était pas sa vocation. Lorsqu'elle a connu Jean, elle a connu également d'autres personnes qui entouraient Jean, et notamment des photographes et Guy Morance et Didier Tarot, surtout. Didier Tarot, qui va devenir un cinéaste important par la suite. Et donc, elle va leur demander de lui apprendre la photographie, qu'elle aimait spontanément déjà beaucoup. Et donc, elle va s'initier à la photographie, et Jean va tester ses talents de photographe au Japon. Donc, elle va rester avec lui, alors pas très très longtemps au Japon, parce que malheureusement, il y avait des problèmes d'argent, etc. Elle a dû rentrer en France. Mais déjà au Japon, elle va tester ses talents de photographe. Sans conséquences directes et matérielles. En revanche, au Moyen-Orient, à Hong Kong, là, elle va devenir vraiment la photographe officielle de l'expédition, et donc, notamment dans les publications qui sont faites, ce seront uniquement ces photos qui vont être publiées, puis par la suite, notamment dans aux Antilles, dans les réserves indiennes, là, elle va publier elle-même des albums photos de ses reportages. Donc là, oui, elle va avoir... et elle va tomber amoureuse de Hong Kong. Ça va vraiment être quelque chose d'important. Contrairement à Jean. Alors Jean, voilà. Mais oui, mais c'était... Voilà, si vos auditeurs ont bien suivi l'émission jusqu'ici, je l'espère. Ils peuvent parfaitement comprendre que Jean, dans la fourmilière de Hong Kong, était très malheureux. Et c'était pas du tout son affaire. Donc, il prend des jonques et des bateaux pour prendre le large le plus souvent possible. Et puis, comme il ne sait pas faire grand-chose là-bas, il va finir par se faire alpaguer par un copain de son cinéaste. Alors, je crois écoutez bien, chers auditeurs, voilà, parce que c'est une facette que vous ne connaissez certainement pas. Morance ou Tarot, je ne sais plus. Je crois que c'est Tarot. Je crois que c'est Didier Tarot Didier Tarot, donc celui qui fait les films pendant l'expédition, rencontre un de ses collègues un jour et lui dit « Ah, mais je suis en train de travailler sur un film qu'on est en train de tourner là, avec, figure-toi, Dalida. » Waouh. Donc, et voilà, de fil en aiguille, on cherche un figurant pour incarner un médecin à l'hôpital. Est-ce que tu connais quelqu'un ? Ah, ben peut-être Jean, il porte bien, il est élégant. Oui. Effectivement, il est on voit bien médecin. Voilà, Oui. On propose à Jean dit pourquoi pas, et le voilà parti. Donc je vous invite à regarder L'inconnu de Hong Kong, qui existe en film DVD de Poitrenaud, avec Dalida, avec Gainsbourg et Philippe Giraud, si je ne me trompe pas. Donc voilà. C'est la seule tentative d'acteur de Jean, mais c'est très émouvant quand on regarde le film. Alors, il n'y a que 3 petites scènes où il ne dit pas grand-chose, mais quand même une scène à l'aéroport avec Dalida. Tout de même. Il est jeune, il est beau. Il a une présence, une prestance. Il a une vraie prestance, oui, tout à fait. Mais bon, comme il m'a dit, ça n'a pas eu de suite. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'il voit aussi le poids du communisme, parce que là, il est tout proche aussi. Pour lui, voilà, la seule chose qui l'a véritablement intéressé à Hong Kong, m'avait-il raconté, c'était le fait que pour lui, la vraie vieille Chine, la Chine d'autrefois,
s'était réfugié à Hong Kong à l'époque. Alors, évidemment, le Hong Kong dans les années 50, ce n'était pas Hong Kong des années 2000. Il y avait beaucoup moins de grands immeubles, etc., même s'il y avait une vraie fourmilière, mais il n'y avait pas cette densité de population qu'il y a aujourd'hui à Hong Kong. Mais il n'en reste pas moins que pour lui, c'était le lieu où il avait pu se faire une idée de la Chine d'avant le communisme. Il faut savoir que quand il y est allé, c'était tout de même l'époque du grand bond en avant, c'est-à-dire de la famine et des morts par millions dans la Chine de Mao Tse-tung, qu'il ne fallait pas critiquer, puisque à l'époque, la Chine de Mao Tse-tung était très bien vue par tout le monde, y compris par le président Giscard d'Estaing. Donc voilà, je crois qu'on a évoqué les principaux grands voyages. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais plus sur un mode touristique, notamment aux Antilles. Mais tout cela est écrit dans votre livre. Je voudrais maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, évoquer peut-être très rapidement le style de l'écrivain Jean Raspail, avec cet aller-retour entre le réel et l'imaginaire dont vous nous avez parlé finalement dès le début et qui est très très marquant. Au départ, donc, il écrit finalement, l'écriture est un outil pour lui en tant qu'explorateur. Oui. Il écrit des chroniques. Voilà, ce sont des chroniques. Et par exemple, il était très jaloux de Sylvain Tesson parce qu'il disait mes récits de voyage, littérairement, ils valent rien à côté des premiers récits de voyage de Sylvain Tesson qui, effectivement, sont très très bien écrits. Ils se sont connus aussi tous les deux. Et ils se sont écrits, oui. C'est Sylvain Tesson, avant de faire sa première grande expédition à vélo en Himalaya, etc., était allé voir Jean, et Jean lui avait dit, c'est le conseil dont Sylvain Tesson s'est toujours souvenu, Jean lui avait dit, tous les jours vous devez écrire. Vous tenez votre journal, vous devez écrire, tous les jours vous devez vous imposer cette discipline. Et donc Sylvain Tesson l'a retenu et l'a fait. Il l'a heureusement retenu. Voilà pour les éventuels explorateurs en herbe qui nous écoutent. Alors, Philippe Hemsen, quand je vous ai posé la question, quels ouvrages préférez-vous de Jean Raspail ? Vous m'aviez dit Les Royaumes de Borée et Les Sept Cavaliers, en faisant référence à 2 bandes dessinées qui existent. Tout à fait. Les Sept Cavaliers puis Les Royaumes de Borée ont été adaptés en bande dessinée par Jacques Terpan et de manière tout à fait remarquable. Jacques Terpan est devenu un ami sur le tard de Jean. Terpan travaille de manière très, très traditionnelle. Il peint à la main. Ses dessins sont absolument fabuleux. Notamment, c'est un très, très grand paysagiste et un très grand coloriste. Et évidemment, ça correspond exactement à l'atmosphère des romans de Jean, notamment dans les Sept Cavaliers et dans les Royaumes de Borée, surtout peut-être dans les Royaumes de Borée, où il y a énormément de paysages de forêt, des paysages de Borée, justement. Et donc, ces adaptations sont vraiment remarquables, et je les conseille comme cadeau de Noël éventuel. Et voilà. Nous y venons, ainsi que votre livre. Mais avant de terminer, je voudrais vous citer justement sur l'évasion. L'évasion, selon Jean Raspail, n'est pas dans la quête d'un passé révolu, elle est dans la quête du souvenir, sauvé in extremis de l'ensevelissement. Ça, je pense que vous l'aurez bien compris et bien saisi, chers auditeurs. Voilà, l'évasion est dans la quête d'une mémoire vivante, incarnée, revisitée, dont la présence réelle guide les pas. Puis un peu plus loin, vous écrivez « Sa géographie est une géographie qui transcende son horizontalité pour toucher au mystère insondable du ciel, là-bas, tout au bout de l'horizon. » Donc le sacré, certainement. Et enfin, sa vie durant, il n'a cessé de s'émerveiller et d'aimer des ethnies diverses, leur variété, la sagesse de chacune, et d'être bouleversé par la tragédie que constitue pour l'humanité celles qui disparaissent. Parce que, avec chaque peuple qui disparaît, c'est toute une conception du monde et de l'univers qui disparaît et une langue spécifique. Et on pense forcément à notre vieille Europe et à notre cher pays. Tout à fait. Cher Philippe Hemsen, un immense merci pour ce livre. Donc, je le rappelle, Jean Raspail, aventurier de l'ailleurs, chez Albin Michel, avec une belle préface d'Éric Orsena. Donc, un très beau cadeau en premier à vous offrir et à offrir à vos proches. Et il y a aussi le Petits éloges de la guerre, qui est un livre qui présente Jean d'une façon à travers tous ces thèmes que j'ai essayé de regrouper, la Patagonie, la royauté, etc. Donc, c'est un ensemble de textes qui couvre quasiment toute sa carrière d'écrivain, qui figure dans
dans Petits éloges de l'ailleurs. Voilà, de quoi lire, chers auditeurs, de belles idées, puisqu'on cherche des idées de cadeaux de Noël déjà à cette époque. Exactement. Donc un grand merci, Philippe Hemsen, de rendre à la vie celui qui nous donne tant à rêver, au-delà des fables et des légendes aussi qui coururent sur lui. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci à Benoît à la technique. Merci beaucoup à Michel pour nous assister toujours si fidèlement et si gentiment. Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous donc à dans 4 semaines.